Chers scribes accroupis, c'est une joie de vous accueillir pour la 6e fois au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, musée qui est en perpétuelle évolution. En ce printemps 2025, nous allons voir l'état du musée tel qu'il a été enrichi au 2 décembre 2024, et cela en 5 épisodes. 1. Prélude à l'Empire, 2. Le faste de la table impériale, 3. L'apogée de l'Empire en 1810-1811, 4. Les rouages humains autour de l'empereur, et 5. Lendemain d'Empire. Car, bien sûr, ce musée Napoléon Ier, dont le champ de compétences est du 18 mai 1804, élévation à l'Empire, au 22 juin 1815, ultime abdication de Napoléon après Waterloo, s'inscrit dans un réseau de musées français. En amont, il y a notamment le musée de la Révolution française, abrité par le château de Vizille dans le Dauphiné, département de l'Isère actuel, et le musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau en Île-de-France. Premier épisode, prélude à l'Empire, afin de montrer d'où sort Napoléon Bonaparte. Nous avons pu, grâce à un mécénat collectif, à un consortium de bonne volonté, acquérir cette extraordinaire grisaille. Que soit vivement remerciée la société Redex, en mémoire de M. Serge Grandjean, longtemps directeur de la société Redex, ainsi que M. et Mme Jean-Pierre Cogent, ingénieurs, et Mme Juliette Glickman, historienne des idées politiques. Leur effort combiné a permis d'acquérir cette grisaille qui est une allégorie politique richement encodée. Cette œuvre est anonyme, mais elle est assurément d'un artiste d'une grande culture picturale et d'une excellente maîtrise des ressources de l'iconographie classique. L'artiste se révèle à la fois au fait de l'actualité politique française et créatif en matière d'iconologie. La source de cette œuvre est la 4e bucolique de Virgile, qui envisage le retour de l'âge d'or. Il s'avance enfin, le dernier âge prédit par la Sibylle. Je vois éclore un grand ordre de siècles renaissants. Déjà, la Vierge Astrée revient sur la terre, et avec elle, le règne de Saturne. Déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. Astrée est le nom d'une déesse, fille de Zeus et de Thémis, la déesse de la justice. Astrée est la dernière des immortels à avoir partagé le sort des humains durant l'âge d'or. Son retour, après les âges d'argent et d'airain, et à l'issue du terrible âge de fer, annonce, selon Virgile, ces siècles heureux, et plus encore, ce siècle fortuné. Cette référence littéraire est ici prétexte à une allégorie politique des débuts de la Révolution française. Très encodée, l'œuvre mobilise des concepts abstraits pour exprimer l'actualité en une subtile métaphore de la tentative de monarchie constitutionnelle de 1791. Debout sur le globe, une femme s'avance, la poitrine dévêtue. Allusion à la nature, concept essentiel des Lumières. Elle tient en sa main droite la balance de la justice aux 2 plateaux égaux, et de sa main gauche, le rameau d'olivier de la paix. Un artifice de draperie enveloppe cette figure féminine, mise en valeur par ce nimbe. Le temps, vieillard barbu et ailé, la suit, tenant sa faux de la main droite. Le vêtement sombre de Saturne fait ressortir par contraste la vêture éclatante de cette femme jeune et décidée qui incarne le retour de l'âge d'or. Ce groupe dressé et marchant sur le globe est environné de rayons lumineux ainsi que d'éclairs en partie basse qui foudroient les forces hostiles du mal. De gauche à droite, 5 groupes d'angelots assis sur des nuées environnent la femme incarnant la justice et la paix. Sur la gauche, au milieu, un angelot écrit de la plume sur un livre, tandis qu'un autre tient un globe monté sur un support. Ce sont l'histoire et la géographie, plus généralement les sciences. Au-dessus, le visage voilé, un angelot assis sur l'ancre de l'espérance et reposant sur des livres saints
tient un phylactère où est inscrit « Gloire à l'Éternel ». Et cette expression en français, « Gloire à l'Éternel », peut renvoyer à toutes les confessions. L'Église catholique romaine, c'eût été peut-être plutôt en latin, l'Église constitutionnelle, récemment née en 1790, et jugée schismatique par l'Église catholique romaine, mais aussi bien sûr les communautés protestantes, calvinistes notamment, ainsi que la communauté juive récemment émancipée. Cet angelot, au-dessous duquel un autre brandit un brûle-parfum d'où s'échappent des volutes d'encens, c'est la religion en général. Au centre de la composition, 3 angelots volettes, liés par une guirlande de fleurs et de fruits. Sur la droite, en haut, un angelot tient un faisceau de licteurs, lié par une bandelette inscrite « Constitution » et sommé d'une couronne fleur-de-lysée. Une toute petite couronne fleur-de-lysée. C'est une bien discrète façon de mentionner Louis XVI, roi des Français, en vertu de la Constitution du 3 septembre 1791, qui établit une monarchie constitutionnelle. 3 éléments l'entourent. Un angelot qui tient le serpent Ouroboros annonçant une nouvelle ère, un coq qui indique le pays par lequel cela arrive, la France, et le lion de la force du peuple quasi souverain. Ce groupe à sens politique est à dessein disposé en pendant de celui à sens religieux. Au-dessous, un angelot serein face au spectateur tient la palette et les pinceaux de la peinture, tandis qu'un autre, regardant astré, joue de la lyre, de la musique. Ce sont les arts placés en pendant des sciences. Occupant en partie basse un bon tiers de la composition, des figures démoniaques tiennent les attributs de leurs méfaits. La marotte de la folie, opposée à la raison des Lumières. La chaîne de la tyrannie et le poignard du crime et de la guerre civile. Ces forces sont foudroyées, renversées par la venue d'une nouvelle ère, par le retour de l'âge d'or, gage de justice et de paix. Ce tableau constitue un véritable arrêt sur image sur la tentative en France de monarchie constitutionnelle en 1791. Les États généraux s'étant mués au printemps 1789 en Assemblée nationale constituante, la France est bouleversée de fond en comble. Régénérée, terme capital de la phraséologie révolutionnaire, régénérée, elle est refondée par les constituants sur des bases nouvelles, espérées pérennes. C'est le sens de cette allégorie radieuse annonçant, depuis la France, une ère nouvelle étendue au monde entier. Cet universalisme irénique est en fait une déclaration utopique eu égard aux réalités de l'entraînement révolutionnaire. Constitution civile du clergé de 1790 qui divise l'Église de France en 2 parties antagonistes, opposant jureurs et réfractaires. Opposition entre le club des feuillants qui défend la simple égalité civile et le club des jacobins plus avancé. Fuite du roi, pourtant clé de voûte formelle de la monarchie constitutionnelle à Varennes en juin 1791. Fusillade du Champ de Mars le dimanche 17 juillet 1791, où la garde nationale tire sur des milliers de pétitionnaires réclamant la déchéance du roi. Enfin, à partir du printemps 1792, la guerre étrangère. Quand la Constitution est proclamée le 3 septembre 1791, de nombreuses mèches sont allumées tout près de plusieurs barils de poudre. Cette allégorie le trahit sourdement. Certains détails que le peintre ne veut pas opposer mais combiner se veulent iréniques en apparence. Ainsi, la coexistence de l'angelot voilé de la religion, le pouvoir religieux, le sacerdoce, et de l'angelot de la Constitution, le pouvoir civil, l'empire, disait-on, lors de la querelle des pouvoirs spirituels et temporels. L'importance donnée aux opposants, rien moins qu'un tiers de la composition en partie basse, révèle
qu'il n'y a pas d'unanimité. Qui sont ses opposants? Le clergé réfractaire, fidèle à l'Église catholique romaine et persécuté par la force publique sur ordre des autorités civiles? Sont-ce les aristocrates, partis en émigration et formant l'armée des princes? Est-ce le peuple de Paris, échauffé par certains pamphlétaires et réprimé lors de la fusillade du Champ de Mars du 17 juillet 1791? L'insistance sur le thème de la paix, exprimée par le rameau d'olivier dressé, renvoie au décret adopté par l'Assemblée constituante le 22 mai 1790, dit « Déclaration de paix au monde », qui affirme que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et déclare qu'elle n'emploiera jamais la force contre la liberté d'aucun peuple. La Constitution du 3 septembre 1791 reproduit à quelques mots près le décret du 22 mai 1790. L'alinéa premier du titre 6, intitulé « Des rapports de la nation française avec les nations étrangères », reprend la déclaration de paix au monde. On connaît la suite. L'Assemblée législative, qui a succédé à l'Assemblée constituante, déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie le 20 avril 1792, arguant d'une guerre contre un souverain plutôt que contre un peuple. Les Girondins, qui sont bellicistes, ne veulent pas tenir compte de la mise en garde de Robespierre contre le sabre d'un général victorieux, lourd de menaces de césarisme. Ce qui, de fait, passé la terreur, emporta le Directoire, faible et versatile, le 19 Brumaire en 8. S'ouvre alors un nouveau cycle, marqué par le Consulat, puis l'Empire, qui s'achèvera un autre 20 avril, le 20 avril 1814, lors des adieux de Fontainebleau de Napoléon à sa vieille garde, qui s'achèvera, enfin, pas tout à fait, car Napoléon relance le jeu lors des 100 jours en 1815 et perd définitivement la partie à Waterloo le 18 juin 1815. 23 ans de guerre presque ininterrompue. La venue d'Astrée, chantée par cette grisaille, n'avait pas tenu ses promesses, mais ouvert la boîte de Pandore. Tout sorti, Napoléon Bonaparte.